chez Dervy. La mixité maçonnique est-elle inéluctable? Pourquoi la franc-maçonnerie n'était que masculine à sa naissance? Sur le plan historique, on voit bien qu'effectivement, la religion chrétienne et ses sources bibliques avaient une position qui était celle de son époque, à savoir que les hommes avaient un certain rôle, les femmes un autre, que les femmes n'étaient pas l'égale des hommes et que ça a fortement imprégné les civilisations, et notamment les civilisations judéo-chrétiennes. On ne peut pas dire que ce soit complètement fini, mais en tout cas, on va dans un bon sens. Et, pour l'époque, c'était complètement naturel. Voilà. Cela étant, à toutes les époques, il y a eu des personnes, avec des guillemets, éveillées, qui n'ont pas forcément considéré qu'il était légitime que les femmes soient cantonnées à ce rôle de mineur éternel, qui passaient de la coupe de leur père à la coupe de leur mari, et dont la fonction était essentiellement le faire-valoir et la reproduction. En gros, c'est Okay. ça. Parlons un peu de la franc-maçonnerie d'adoption et du droit humain qui, quelque part, ont été un peu les lanceurs de la mixité maçonnique. La franc-maçonnerie d'adoption est née en France. C'est vrai que je me suis beaucoup appuyé sur des ouvrages, je ne suis pas historienne, je me suis beaucoup appuyé sur des ouvrages existants de femmes notamment, qui ont écrit des choses tout à fait intéressantes sur la maçonnerie d'adoption. On voit bien que c'est né en France, mais même si c'est le ferment de ce qui est devenu après la maçonnerie féminine et la maçonnerie mixte, à l'origine, c'était quand même quelque chose qui était paramaçonnique, bien entendu. Et de toute façon, ce n'était pas strictement féminin. La maçonnerie d'adoption était, est-ce qu'on peut dire, chapeautée, en tout cas, les rituels étaient partagés entre les hommes et les femmes. Il n'existait pas, par exemple, pour les postes d'officiers, de postes strictement féminins. Tout était double, hommes et femmes. Ça s'adressait quand même à un public, entre guillemets, dans les très hautes classes sociales. C'était effectivement la noblesse essentiellement, et avec ensuite des grandes fêtes, quelque chose d'extrêmement mondain. La maçonnerie d'adoption a perduré assez tard, et c'est quand même là qu'a pu naître la maçonnerie mixte et notamment le droit humain. Parlons un peu de l'actualité, puisqu'aujourd'hui, on trouve en maçonnerie des loges féminines, des loges masculines et des loges mixtes. Vous avez, je crois, fait une mini-enquête de terrain pour avoir un peu les avis sur avantages et inconvénients immédiats. Et alors, j'aurais deux questions. La première question, c'est justement, qu'est-ce que vous avez retenu comme avantages et inconvénients immédiats? Et la deuxième question derrière, c'est, et si on prend du recul, quelle serait la pertinence de ces arguments? L'opinion des frères et des sœurs strictement monogenres est très différente entre ces messieurs et ces dames. À savoir que les frères, je ne peux pas dire qu'ils ronronnent dans une position d'entre-soi, mais quand même, par exemple, les frères qui sont dans des loges masculines et qui sont tout à fait ouverts, d'ailleurs c'est le cas de la plupart aujourd'hui, à une maçonnerie féminine mais également mixte, disent oui, on y est tout à fait favorable. D'ailleurs, on trouve que les sœurs travaillent très bien. Quand on va les voir, on est tout à fait séduit par ce qu'elles font. Ils trouvent d'ailleurs que les sœurs travaillent plutôt assez sérieusement, mais même si on a envie, ben oui, on n'y pense pas, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité, ils n'y pensent pas. Bon, ça ne les démange pas, si je peux dire de façon un peu triviale. Je n'ai pas entendu de frères strictement opposés au fait de travailler avec des sœurs. Aujourd'hui, je n'en ai pas entendu. Il y a 30 ans,
ou même 40, ce n'était pas le cas. Le seul argument aujourd'hui qui a été développé pour une maçonnerie qui ne pouvait pas s'adresser aux femmes, c'était des frères qui pratiquaient un certain rite, je pense que je peux dire lequel, qui est le rite écossais rectifié, où un frère m'a dit oh, c'est pas fait pour les femmes. C'est un rite chevaleresque, c'est pas fait pour les femmes. Il oublie simplement qu'il y a eu des femmes chevaliers, chevalières ou chevaleresses, je sais pas. Et il disait c'est pas fait pour. Je dis mais je lui ai demandé d'essayer de m'expliquer. Il disait c'est dans les textes. Il a eu l'honnêteté de me rappeler 2 jours après en me disant bon j'ai quand même vérifié. En réalité, rien ne s'y oppose. Bon, je trouve que c'est tout à fait à son honneur d'avoir fait ça, mais c'est à peu près le seul rite, disait-il, qui puisse ne pas convenir aux femmes. Bon, je ne reviendrai pas sur les arguments masculins qu'on a pu entendre il y a quelques décennies, disant la femme est une initiée naturelle puisqu'elle donne la vie. Même dans la bouche de frères médecins, j'ai entendu, ce qui est une absurdité, c'est confondre complètement l'aspect spirituel avec l'aspect physiologique. Les frères peuvent aussi, alors toujours la même chose, dire, quand on travaille entre nous, on est plus libre. Je l'ai entendu de la part de frères et de la part de sœurs, plus libre dans sa parole. Les frères disent, on peut plus se lâcher, alors que s'il y a des sœurs à côté de nous, on se tient un peu mieux. Bon, c'est pas très maçonnique, mais c'est un argument qui m'a été donné. Un autre argument, alors qui a cours plutôt chez des frères, disons, pas jeunes, qui est ah oui, mais mon épouse, si elle sait qu'il n'y a que des hommes, elle ne sera plus à l'aise que si elle sait que je reste jusqu'à 2 heures du matin avec des sœurs. Bon, rien à voir avec la maçonnerie non plus, admettons-le. Voilà. Et alors, les arguments féminins. Les sœurs, elles, l'argument qui est le même que chez les frères, c'est qu'elles se sentent plus libres pour parler de certains sujets. Notamment dans des obédiences qui travaillent des sujets plus sociétaux, elles disent quand même on est plus libre pour aborder certains sujets. Bon, admettons-le. Là-dessus, moi, je l'entends très bien. Elles se sentent également plus libres. Par exemple, une sœur me disait il y a quand même un lien très simple entre nous quand on est entre femmes. Je ne suis pas du tout gênée pour dire à une sœur que j'ai envie de connaître mieux ou avec qui j'ai des atomes crochus, pour lui dire passe à la maison, viens boire un verre, etc. Si c'était un frère, je pense que j'aurais peur d'une interprétation peut-être plus qui aurait un rapport avec la séduction. Je peux l'entendre aussi. Mais ce que nous essayons de développer après, c'est de dire est-ce que cette idée de séduction ne doit pas être laissée à la porte de la loge avec les autres méthodes. Après, il y a un argument, et alors là, qui est très très fort chez les sœurs, qui est le fait que quand on travaille avec des frères, il y a toujours un moment où chasser le naturel et il revient au galop, à savoir que comme dans la société civile, les frères ont parfois un peu tendance à vouloir prendre l'ascendant, à dire bon, on est quand même maçon depuis plus longtemps que vous, on va vous expliquer la vie, on va vous dire comment faire. S'il y a des places d'officiers, peut-être qu'on aimerait bien les avoir, parce que quand même, voilà. Ça, les sœurs, ça a été très fort chez les sœurs qui travaillent en loge exclusivement féminine. Certaines sœurs qui travaillent, j'en ai parlé beaucoup avec une sœur qui travaille aux droits humains, donc en mixité, et qui dit oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui arrive. Elle, ça l'amusait plutôt en disant c'est comme ailleurs, laissons glisser et faisons ce que l'on a à faire. Mais en tout cas, c'est un argument très très fort pour le fait de travailler entre femmes. Parlons un peu des arguments pertinents. Des arguments pertinents pour la mixité.
Le premier argument, c'est, après tout, on n'est pas en maçonnerie pour se faire du mal. Donc, si certains se sentent mieux à travailler entre soi, si certains se sentent mieux à travailler en mixité, je crois qu'il faut que tout soit ouvert et il faut l'entendre. Si le travail est meilleur pour certains dans un certain contexte, je crois qu'il faut l'entendre. À mon sens, c'est l'argument pour moi le plus pertinent. On est là pour travailler bien et pour être heureux en maçonnerie. Et c'est très important. Comment imaginer faire du bon travail dans un lieu où on se sent contraint, où on se sent observé, où on ne se sent pas libre? Ça me paraît difficile. Pour moi, le bon argument, c'est être heureux en loge. Et qu'est-ce que c'est exactement que l'agapé par rapport à l'universalité? Qu'est-ce que c'est que le fait, j'ai parlé tout à l'heure du fait d'être éveillé, qu'est-ce que c'est que l'agapé? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très à la mode, qui est le wokisme, qui était une très très belle idée à l'origine. Hein. Au départ, c'est Martin Luther King, rester éveillé, et ça, on ne peut pas être initié sans être éveillé. Ça, j'en suis intimement persuadée. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a une dérive de ce terme qui est devenu quelque chose d'un peu systématisé, qui est ce qu'on appelle le wokisme, et qui est à l'opposé complètement de l'universalité, de l'universalisme, et à mon sens, le wokisme exclut, enfin, coupe et met dans des cases les personnes les unes par rapport aux autres. C'est quelque chose qui empêche les êtres de se rapprocher, c'est à l'opposé complet du message universel de la maçonnerie. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Brigitte. Et nous sommes pressés de retrouver cet ouvrage qui vient juste de paraître la semaine dernière et d'en faire la plus grande publicité pour tous ceux qui se posent des questions sur la mixité d'aujourd'hui, celle d'hier et peut-être celle de demain.